Salut tout le monde et bienvenue pour ce troisième épisode de mon émission Réduit en pièces. Et aujourd'hui, Cocorico, nous allons parler d'un économiste français, et oui, un compatriote, Jean-Baptiste C. et sa loi des débouchés, souvent et assez faussement simplifiée ainsi, l'offre crée sa propre demande. Jean-Baptiste C. naît à Lyon le 5 janvier 1767 dans une famille bourgeoise protestante. Une fois adulte, il deviendra politiquement un Girondin, un proche de Mirabeau, et à 21 ans est un partisan enthousiaste de la Révolution française. Il sera dès lors républicain et ne cessera jamais de l'être. En 1803, il publie son œuvre la plus connue, son traité d'économie politique, traité qui connaîtra un succès considérable en particulier pour sa clarté, ce qui déplaît à Ricardo qui craint que cela dévalorise le métier d'économiste. En effet, qu'arrivera-t-il à la profession si tout le monde comprend l'économie? Ah, ce Ricardo. Devant un tel succès, l'œuvre est plutôt mal accueillie par Napoléon Bonaparte, actuellement au pouvoir, qui lui demande de réécrire certaines parties de son traité, afin de mettre à l'avant son économie de guerre basée sur le protectionnisme et les régulations. Le refus de C l'empêcha de publier une seconde édition du traité, et il fut révoqué du tribunat en 1804, après avoir passé 4 années à la tête de la section financière. Les mesures prises par la suite par Bonaparte, lui interdisant toute activité comme journaliste, il devient donc entrepreneur dans la production de coton par défaut. Mais après la première abdication de Napoléon en 1814, il peut exprimer plus librement sa pensée économique, et malgré l'interdiction de Napoléon, son traité va connaître 4 éditions du vivant de C. Thomas Jefferson le lit dans une traduction en anglais en 1821. Il écrit alors que le livre de C est plus court, plus clair et plus sain que la richesse des nations. Jefferson propose même à C de venir enseigner à l'université de Virginie, mais celui-ci refuse, préférant vivre à Paris. En 1830, peu de temps avant sa mort, en 1832 à l'âge de 65 ans, C fut nommé au Collège de France, où il occupa la première chaire d'économie politique de l'histoire. Chaire créée spécialement pour lui, s'il vous plaît. Bon ok, ça c'était pour poser le contexte. Maintenant parlons de la fameuse loi de C, la loi des débouchés. Bon alors tout d'abord, quand on commence dans l'étude du marché avec un grand M, on apprend qu'il s'agit d'un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. L'offre est fonction des facteurs de production dont dispose une entreprise ou un individu. Capital, travail, terre, etc., etc. La demande, elle, dépend des besoins des consommateurs. Les deux semblent déterminés de manière indépendante, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien pour C, non. Elles seraient dépendantes l'une de l'autre, d'où l'offre crée sa propre demande. Mais laissons C argumenter. L'homme dont l'industrie s'applique à donner de la valeur aux choses en leur créant un usage quelconque ne peut espérer que cette valeur sera appréciée et payée que là où d'autres hommes auront les moyens d'en faire l'acquisition. Ces moyens, en quoi consistent-ils? En d'autres valeurs, d'autres produits, fruits de leur industrie, de leurs capitaux, de leurs terres, d'où il résulte, quoique au premier aperçu cela semble un paradoxe, que c'est bien la production qui ouvre des débauchés aux produits. En gros, pour C, la demande s'exprime sous forme de revenus dépensés. Ce qui est logique, on ne dépense jamais que l'argent qu'on possède. Or, nos revenus sont souvent des salaires ou des profits obtenus par le succès de l'offre des entreprises pour lesquelles on travaille ou bien qu'on possède. Donc, vu que la demande dépend de nos revenus, et que nos revenus dépendent du succès de nos patrons ou du nôtre si c'est nous le patron, c'est bien l'offre qui, par le biais des revenus qu'elle distribue, crée la demande. Il résulte de cette idée que dans une situation de libre marché, il n'y a jamais de surproduction généralisée, ou alors juste des surproductions partielles, si un bien ne correspond pas aux besoins des consommateurs. Si c'est le cas, l'entreprise qui produit ce bien se trouve face à un stock qui lui indique qu'elle fait fausse route, et donc cessera son activité pour aller dans une autre où la demande sera présente. Résultat, ce bien cesse d'être produit, donc pas de surproduction à long terme, et le marché s'équilibre. Et ensuite, cet effet conduit bien sûr à multiplier les débouchés, d'où le nom de la loi. Dans ses lettres à Malthus, c'est écrit: puisque chacun de nous ne peut acheter les produits des autres qu'avec ses propres produits, puisque la valeur que nous pouvons acheter est égale à la valeur que nous pouvons produire, les hommes achèteront d'autant plus qu'ils produiront davantage. De là cette autre conclusion que vous refusez d'admettre, que si certaines marchandises ne se vendent pas, c'est parce que d'autres ne se produisent pas, et que c'est la production seule qui ouvre des débouchés aux produits. Ainsi, plus les producteurs sont nombreux et les produits abondants, c'est-à-dire plus il y a de pouvoir d'achat distribué sous forme de salaire, plus les débouchés sont faciles et variés. Cela lie les producteurs les uns aux autres. Une bonne pêche, par exemple, qui se vend bien, n'est pas bénéfique seulement aux pêcheurs, mais aussi aux marchands de tous les autres produits que vont consommer les pêcheurs. Tous les secteurs de l'activité humaine sont interconnectés. Évidemment, il y a eu plusieurs critiques de cette loi. Les premières ont porté sur l'ignorance de la thésaurisation, une préférence pour la liquidité en gros, qui diminue donc de fait les revenus dépensés et rend la demande inférieure à l'offre. Il suffit de penser à l'oncle Picsou et son coffre rempli de pièces, qu'il ne dépensera jamais. Keynes jugeait donc cette loi inepte et préconisait une politique de la demande, dépenses publiques et impôts pour la financer, pour corriger ces déséquilibres dus à la thésaurisation que la politique de l'offre de C oublie.
Les termes politique de l'offre et politique de la demande viennent de là au fait. Cependant, pour les libéraux, ce que Keynes ne réalisait pas est que l'épargne n'est généralement pas conservée sous un matelas. Picsou est un cas à part. Les entrepreneurs vont réinjecter cette épargne dans l'économie en l'utilisant pour financer leur investissement. Mais pour faire de gros investissements, il faut de gros moyens, donc de grosses épargnes qui réduisent certes nos dépenses à court terme, mais qui se compenseront à long terme. Puis pour le cas de Picsou, il va bien finir par mourir et Donald dilapidera son argent et tout rentrera dans l'ordre. Alors, qui a raison, qui a tort, c'est ou Keynes? La loi est encore en débat aujourd'hui, libre à vous de vous renseigner encore plus pour faire votre avis. Je ne suis là que pour donner un aperçu pédagogique de cette loi. Mais en tout cas, ce débat n'a jamais été autant d'actualité. Donc, renseignez-vous. Bon, sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, etc., etc. Toi-même tu sais. Ciao!